Bienvenue, vous écoutez La santé ça se travaille saison 3, le podcast qui vous donne les clés d'une bonne santé au travail. Naouel et Julien vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast La santé, ça se travaille. Pour cette nouvelle saison, on débute avec un épisode sur le cancer et le travail. Sans plus attendre, on vous laisse avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue à vous Gwen et Sophie. Tout d'abord, merci pour votre présence et participation à notre épisode consacré à la thématique cancer et travail, donc le tout premier épisode de notre saison 3. Et donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Gwen Manviel, donc je suis chercheure, directrice de recherche à l'INSERM. Je travaille dans le centre de recherche en épidémiologie et santé des populations, dans une équipe qui s'intéresse à l'après-cancer et donc à tout ce qui se passe parmi les personnes ayant eu un diagnostic de cancer. Et moi, je travaille plus particulièrement sur l'impact que la maladie a sur la vie professionnelle des personnes. Et donc, mon équipe est basée à Gustave-Roussy, ce qui permet d'avoir une interaction très proche avec la clinique. Super, merci. Merci. Bonjour, et moi je m'appelle Sophie Lemenez, je suis General Counsel du groupe Infopro Digital. J'y accompagne les enjeux juridiques, risques, gouvernance, de conformité du groupe, mais je suis aussi responsable de nos programmes d'action liés à la responsabilité sociétale et au développement durable. Et Infopro Digital est un groupe international expert en information, data et technologie. Et on propose des solutions aux professionnels de nombreux secteurs, comme construction, secteur public, automotive et risque et assurance. Et avant de les rejoindre, j'ai occupé des postes de direction juridique et opérationnelle en France et en Asie, toujours dans des secteurs technologiques. Super, Parfait. merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Et Gwen, alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et avec Nawel, on a participé il y a quelque temps, en fin d'année dernière, à une présentation du coup par le professeur Barlési de Gustave Roussy, qui a mis en avant certains chiffres, certaines données qui nous ont interpellés, notamment celle que chaque année, il y a environ à peu près un demi-million, 500 000 personnes qui sont diagnostiquées d'un cancer. On a apparemment des cas qui ont doublé entre 1990 et 2020, et les projections estiment qu'il y aurait une augmentation à plus de 60% d'ici 2050. Alors, c'est des chiffres qui interpellent, parfois peuvent même faire un peu peur. Est-ce que on a affaire à un emballement des cancers en France, et quelles sont les principales causes qui expliquent ce phénomène? Alors en effet, ce sont des chiffres qui sont, impressionnants et qui interpellent. Ils ont 2 explications principales. Hem, la première explication, c'est que c'est dû à des évolutions démographiques, c'est-à-dire au vieillissement de la population. On sait que le risque de cancer augmente à mesure que les personnes vieillissent et qu'on est actuellement dans une phase de vieillissement de la population, donc il y a plus de personnes âgées, donc plus de personnes à risque d'avoir un cancer et donc de façon mécanique, ça augmente le nombre de cancers. Donc ça, c'est la première explication. Il y a aussi une autre explication qui est une augmentation du risque de développer un cancer. Alors, elle est moins importante, mais elle existe. Et là, on peut en particulier penser aux expositions environnementales qui sont de plus en plus fréquentes, qui sont souvent mal connues, voire pas connues, donc plus difficiles à étudier et donc à contrer. Je voulais aussi juste tempérer un tout petit peu ces chiffres en regardant la période la plus récente, c'est-à-dire depuis 2010, parce Mmh. que là, c'est important de souligner qu'on a une situation qui est plutôt encourageante chez les hommes, avec une diminution ou une stabilité, de l'incidence, donc du nombre de nouveaux cas, pour les cancers les plus fréquents, que ce soit la prostate, le colorectal ou le poumon. Alors que chez les femmes, la situation est plus préoccupante, en particulier avec une hausse importante du nombre de cas pour les cancers du poumon et pour les cancers du pancréas. D'accord, et comment on explique du coup cette différence populationnelle finalement entre hommes et femmes? Ou est-ce qu'on l'explique d'ailleurs, ou est-ce que c'est justement un terrain de recherche encore aujourd'hui?
Alors, pour le poumon, on l'explique par le fait que les femmes ont commencé à fumer plus récemment que les hommes. Et donc, c'est maintenant qu'on voit vraiment apparaître l'augmentation du nombre de cas dus à leur entrée massive dans le tabagisme dans les années 70. Pour le pancréas, en fait, c'est un gros sujet de recherche et c'est actuellement une localisation de cancer qui mobilise beaucoup les chercheurs dans le domaine du cancer pour comprendre pourquoi ces cancers sont en augmentation, d'autant plus que ce sont des cancers avec un très mauvais pronostic. D'accord. Et en parlant de pronostic d'ailleurs, on a, du coup cette augmentation des cancers, vous nous avez expliqué, certaines raisons, mais du coup, il y a le fait de détecter le cancer et il y a la partie guérison. Est-ce que, aujourd'hui, pour contrebalancer ces chiffres qui font peur, on a aussi des bonnes perspectives au niveau, de la guérison, des patients? Alors oui, on a actuellement des bonnes perspectives en termes de guérison et depuis 2010, on a vu une baisse de la mortalité par cancer, donc de 2% par an chez les hommes, plus modérée, mais de 0,6% par an chez les femmes. Donc on est quand même dans une phase d'amélioration. Pourquoi? D'abord parce qu'on a de plus en plus des diagnostics précoces et plus le cancer est pris tôt, plus il va être facile à guérir, même si ce n'est pas automatique, mais c'est un facteur aidant à la guérison. Et il y a aussi eu des avancées thérapeutiques importantes, en particulier pour les cancers les plus fréquents, comme pour le cancer du poumon avec le développement de l'immunothérapie, qui amène aussi à une augmentation de la guérison. Donc on est dans une phase de hausse de la survie, donc les personnes survivent plus après un cancer. Et rassurant du coup. Ce qui est rassurant et ce qui est encourageant et ce qui va ne faire que probablement augmenter encore dans les années à venir. Parfait, merci beaucoup. Super, merci. Et donc là, dans ce que vous avez évoqué, il y avait certaines causes environnementales. Donc là, on va plutôt s'intéresser aux conditions de travail. Et on se questionnait avec Julien, est-ce qu'il existe aujourd'hui un lien aussi entre l'augmentation du coup des cancers diagnostiqués et les conditions de travail? Alors ce lien, il est plus compliqué à mettre en Mm. évidence. Par contre, ce qui est sûr et connu, c'est que les conditions de travail sont un facteur de risque important des cancers, même si c'est beaucoup moins étudié que d'autres facteurs de risque comme les comportements de santé. C'est aussi en fait plus difficile d'estimer la contribution de ces Mm. conditions de travail au nombre de cas de cancer parce qu'il y a beaucoup de substances ou de conditions de travail qui sont potentiellement cancérogènes. Donc il faut que ces circonstances aient été, identifiées comme cancérogènes avérées, ce qui nécessite de très nombreuses études et il faut ensuite, en plus, après avoir un niveau des informations sur le niveau d'exposition dans la population. Donc D'accord. on a du mal à l'estimer. On sait qu'on sous-estime souvent, la part des conditions de travail dans l'incidence des cancers. Toutefois, des estimations récentes ont montré que, un peu plus de 5% des cancers étaient dus à ces expositions, ce chiffre atteignant même 7% chez les hommes, ce qui montre une part vraiment, Ouais. non négligeable. Significative. Donc là aussi, il y a du coup un enjeu important par rapport à ça. Et quels sont les facteurs professionnels aujourd'hui qui ont été identifiés comme potentiellement contributifs? Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? Alors il y en a beaucoup de différentes Mmh. sortes. On peut penser en 1er lieu à l'amiante qui a Ouais, été, beaucoup, médiatisé et qui est un cancérogène connu, en particulier pour les, cancers respiratoires. Il y a aussi, le nickel, les fumées de diesel, la silice, les poussières de bois. Là, ce sera plus pour des cancers, naso-sinusiens. Donc ça va être très varié. Plus récemment, on a de plus en plus d'études qui montrent un lien entre le fait de travailler en horaire décalé et en particulier le d'accord. travail de nuit Mmh. et le risque d'avoir un cancer du sein, de la prostate ou colorectal. Donc on voit que c'est D'accord, quand même une palette qui est très large. ouais. Et donc finalement, pour conclure un petit peu sur cette partie, quels sont les enjeux spécifiques du coup pour le monde du travail? Alors il y a des enjeux, c'est vraiment un challenge important. Je pense que ce qui est important de souligner pour ces expositions professionnelles, c'est qu'elles sont, indépendantes de la volonté du Mmh. travailleur. C'est pas le travailleur qui fait le choix d'être exposé et parfois c'est même à son insu. Il ne peut ne pas être au courant de certaines substances. Or, des protections devraient
pouvoir être fournis par les employeurs, en tout cas pour les substances chimiques, pour les poussières. Donc il y a vraiment un vrai enjeu spécifique dans le monde du travail qui est une meilleure protection des travailleurs de la part des employeurs. Et donc, il faut vraiment les sensibiliser, ainsi que les organismes de prévention, mais qui sont, eux, déjà très sensibilisés à la question, pour une meilleure protection des salariés. Et il faut aussi être assez attentif au fait que on observe depuis maintenant un certain nombre d'années le fait que les emplois les plus exposants sont souvent faits par des personnes qui sont en intérim et qui donc sont Mmh. dans des Ouais. situations extrêmement précaires et des conditions de travail plus difficiles à encadrer et donc des travailleurs beaucoup plus fragiles. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans un épisode, précédent. En Ouais. effet, les populations intérimaires sont, souvent sortent un petit peu des chiffres, classiques parce qu'on on va moins faire remonter, les éléments par peur potentiellement de perdre, l'emploi. En tout cas, on a une population qui est un petit peu sous les radars, contrairement à la population, classique. En tout cas, ça nous fait un lien vers la prochaine partie, parce que, on a le chiffre suivant, c'est qu'il y a environ 40 des cancers qui semblent être évitables. Alors, du coup, bah, comme on le voit, dans l'entreprise, on a besoin de sensibiliser sur, les expositions, des choses comme ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, bah, éviter ces cancers? Alors, en effet, on a estimé en France qu'il y avait 40 des cancers qui étaient évitables, donc qui étaient dus à des comportements que l'on pouvait éviter. J'aimerais revenir sur ce terme évitable parce que c'est pas forcément si simple de ne Mmh pas mh. avoir une exposition. Et ces 40 regroupent différents types de facteurs de risque et chacun vont appeler des actions différentes. On peut penser en premier lieu évidemment à la consommation de tabac et donc Mmh. à l'arrêt du tabac qui est un moyen de prévention majeur. Je pense que pour ce type de facteur de risque, il faut faire attention à ne pas faire retomber vraiment tout le poids de la prévention sur la personne, mais à les accompagner dans leur parcours de prévention, parce que c'est pas juste un problème de volonté, mais Mmh. c'est aussi un problème de possibilité. Par Mmh. exemple, quand le tabac, c'est le moyen de faire face au stress de la vie, eh bien, on va voir que des conditions de vie très difficiles vont être une barrière importante à un programme de prévention et cela, indépendamment de la volonté même de la personne. Donc concrètement, voilà, il faut déjà prendre en compte l'accompagnement des personnes Mmh. et ensuite un 2e point, c'est, aussi dans le fait de ne pas faire retomber tout sur la personne, c'est de fournir des outils pour aider, bah, la population, à s'engager dans des, comportements, plus bénéfiques pour la santé et on peut par exemple penser pour l'alimentation. Il y a le Nutri-Score qui a été développé et qui Mmh. permet d'évaluer la qualité nutritionnelle d'un produit parce qu'évidemment c'est très compliqué de s'y retrouver quand on regarde juste, Bien sûr. le contenu et ce Nutri-Score a été montré comme étant efficace pour améliorer, les comportements, de santé et ça pourrait même avoir des effets incitatifs aussi pour les industries, pour qu'elles développent, bah, des produits qui, sont mieux notés. Donc pour moi, c'est vraiment des voies, qui sont des voies qu'il faut investir. On peut, penser, bah, évidemment pour tout ce qui est exposition professionnelle aussi, bah, le cadre législatif et mettre des lois qui encadrent plus fortement l'exposition à des cancérogènes avérés, en fournissant des conditions de travail et des protections aux salariés, efficaces, dans leurs, conditions de travail habituelles. Parfait. Bah, merci beaucoup et ça nous fait penser du coup, donc on voit un peu le rôle, des entreprises, même au niveau individuel, alors sans, bien entendu, surresponsabiliser, l'individu sur cette question-là, parce qu'on voit bien que c'est des schémas qui sont beaucoup plus complexes que la simple volonté propre des personnes. Mais, du coup, qu'est-ce que selon vous, quel pourrait être le rôle des, services de prévention et de santé au travail justement dans cette, prévention, des cancers, vous qui, êtes extérieur, à ces structures-là? Alors, je pense qu'il y a un rôle de sensibilisation des différents acteurs qui est très importante Mmh. et que quand on parle d'exposition professionnelle, il faut agir sur, 2 plans. À la fois, diminuer l'utilisation des substances toxiques, parce que certaines substances peuvent être remplacées par d'autres qui sont beaucoup moins toxiques pour la santé
Et ensuite, mettre en place des mesures de protection des travailleurs parce que malheureusement, on sait que dans certaines situations, on est obligé d'utiliser des substances cancérogènes et donc il faut dans ces cas-là protéger les travailleurs de façon, la plus optimale possible. Et donc je pense qu'il y a vraiment un travail sur les 2 aspects. Donc accompagner, sensibiliser et accompagner les entreprises pour, diminuer l'utilisation des substances toxiques et aussi, mettre en place en parallèle des mesures de protection. Ça, en effet, ça reprend un peu les fonctionnements des services avec ce volet vraiment prévention et une sorte de prévention corrective, pour essayer de trouver les moyens de protéger quand on n'a pas le choix de faire, appel à des produits, voilà, à risque, de cancer. Du coup, on se pose aussi la question, bah, c'est quoi le rôle des structures comme par exemple Gustave Roussy? Comment, elles peuvent, nous aider sur ce sujet-là? Alors Gustave Roussy, évidemment, hein, son cœur, c'est le curatif et le soin des personnes qui ont un cancer, bien sûr. Mais il n'empêche que Gustave Roussy s'implique dans la prévention et en particulier a développé depuis quelques années un programme de prévention qui s'appelle Interception et qui est à destination des personnes à risque élevé d'avoir un cancer. Et l'idée, c'est de leur proposer une prévention, un dépistage personnalisé dans le cadre d'une collaboration entre donc l'hôpital Gustave Roussy et la ville, le médecin traitant. Et ceci pour mieux les accompagner dans leur parcours et les aider à avoir des dépistages plus précoces dans le cas où un cancer se déclarerait. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est prévention en amont. Mmh. Mais Gustave Roussy, elle en fait aussi des choses en aval, c'est-à-dire que le cancer est déjà là, mais on est dans une optique de, prévenir le risque de rechute et de prévenir le risque de séquelles qui auraient un impact sur la vie des personnes. Et donc dans ce cadre, des cliniciens de mon équipe et en particulier Inès Vasslouis a développé les journées de transition. Le but, c'est une journée d'information et d'interaction qui sont proposées à des patients en fin de parcours. C'est-à-dire qu'ils sont à l'étape où ils vont quitter l'hôpital et donc, on leur fait une journée organisée autour d'ateliers, en petits groupes et d'une consultation médicale où ils vont parler, bon, du suivi ultérieur, mais aussi de nutrition, d'activité physique, de sexualité, donc de domaines qui sont liés à améliorer la qualité de vie après le cancer. Et enfin, le dernier point, c'est, un exemple très récent, un partenariat que Gustave Roussy a développé avec le monde de l'entreprise et avec Infopro Digital où on a développé un guide à destination des managers, pour aider au maintien dans l'emploi des personnes après un diagnostic de cancer. Merci beaucoup. Merci et ça fait, très bien la transition avec notre, dernière partie. Justement, c'est cancer et retour au travail, alors que ce soit maintien en emploi ou maintien dans l'emploi de manière, générale et c'est vrai encore une fois pour rebondir sur certains chiffres, hein, qu'on a entendus lors de la présentation, du professeur, Barlezi. 88 des actifs ayant eu un cancer ont repris le travail. Donc ça montre qu'en effet, le maintien en emploi est possible et donc c'est plutôt, encourageant aussi. Par contre, une personne sur 4 n'a pas le sentiment d'avoir retrouvé pleinement sa place. Donc aujourd'hui, comment on peut, expliquer ce décalage-là, finalement? Alors, je pense que pour commencer, c'est vraiment important de souligner ce que ces chiffres montrent, c'est que la majorité des personnes qui ont eu un cancer ont Mmh. envie de reprendre le Mmh. travail. Ouais. À la fois parce qu'évidemment, c'est un aspect financier, mais c'est aussi une part importante de notre vie sociale, de Mmh. notre identité, et ça participe au processus de guérison. Donc, c'est vraiment une dimension importante de la vie des personnes après la fin des traitements. Ce qui peut expliquer ce sentiment, c'est ce que les études montrent, c'est-à-dire le changement de priorité de vie que les personnes expriment après le diagnostic. Mmh. Et nous, on a montré sur une cohorte de femmes ayant eu un cancer du sein que la moitié des femmes qui ne priorisaient pas leur vie personnelle avant le diagnostic, eh bien, priorisaient leur vie personnelle après le diagnostic. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent plus travailler, mais par contre, ça veut dire qu'elles ont rééquilibré leurs Ouais. priorités de vie et que souvent, en particulier pour le travail, eh bien, elles vont vouloir avoir plus de sens dans ce qu'elles Mmh. font et ça va pouvoir expliquer un décalage qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles retrouvent leurs conditions de travail pré-diagnostic. Et puis c'est vrai que, en fait, là, ce qu'on voit dans ce chiffre, c'est qu'on a une vraie différence entre retour au travail et ensuite
pleine reprise d'une Mhm. position professionnelle et de pouvoir occuper une place vraiment dans l'entreprise. Peut-être pour trois raisons. Voilà. La première, c'est que vraiment, on a fréquemment des équipes qui sont totalement démunies et qui ne savent pas comment se positionner, quelle posture adopter quand, même au moment de l'annonce, mais aussi au moment du retour de quelqu'un qui a eu un cancer. Et vous avez des spectres qui sont totalement à l'opposé les uns des autres. Vous avez des managers qui ne savent pas s'ils doivent être dans la banalisation ou dans la surprotection. Et en face d'eux, vous avez une myriade de possibilités et en général un salarié qui peut vouloir ne jamais parler de rien et faire comme si de rien n'était, ou un autre, et moi j'en ai vu personnellement, qui était vraiment très blessé parce que on lui donnait on faisait comme si de rien n'était et que le travail était redonné, on n'avait fait aucun aménagement, on ne lui posait pas de questions. Et en face de ça, vous avez évidemment des équipes, des collègues, des managers qui ne savent pas sur quel pied danser, qui ne savent même pas parfois juridiquement ce qu'ils peuvent dire, partager, pas partager. Et donc, on est vraiment sur des œufs et ça provoque beaucoup d'incompréhension parfois et de frustration. En plus, vous avez des carrières qui sont parfois après des absences un peu longues, des carrières qui peuvent être interrompues, moins de responsabilités, des aménagements. Et donc, voilà, quand on revient, c'est parfois compliqué. Et puis, comme le disait Gwen, je pense que on peut être apte médicalement, mais ensuite, cognitivement, psychologiquement, physiquement, en fait, on continue parfois pendant des années à avoir des effets secondaires, ou, des fatigues. Et d'ailleurs, pendant nos interviews pour le guide, au début, on se disait, bon, on va pas parler on va pas dire que les gens sont changés globalement, mais les patients qui étaient dans nos focus group nous ont dit, si, dites qu'un cancer, ça peut changer les gens. Et je rejoins totalement ce que dit Gwen, c'est que, en fait, quand on reprend le travail, c'est pas seulement une question d'organisation, d'aptitude médicale. Ça va vraiment, on constate, être une question de reconnaissance de sens et de projection possible de la personne qui revient dans le travail qu'elle avait avant ou dans un travail un peu différent. Tout Oui, à fait. donc si on reprend finalement l'entourage professionnel et également en difficulté, finalement, peut se retrouver en tout cas en difficulté dans la posture à avoir pour réaccueillir ou réintégrer la personne atteinte d'un cancer. Et donc, ça rejoint un peu aussi notre question de comment on accompagne finalement les entreprises dans le maintien d'un emploi d'un salarié touché par un cancer, que ce soit dans l'aménagement. Enfin, quel outil il existe aujourd'hui finalement pour accompagner, que ce soit l'employeur, le manager ou même les collègues dans cette démarche-là? Donc il existe, d'un point de vue, légal, un certain nombre d'outils, Mmh. pour aider à la réintégration, la visite de pré-reprise, la visite de reprise, l'essai encadré. Mais, le problème, c'est que les personnes qui sont en première ligne, les managers et de l'autre côté, les personnes qui ont eu un cancer ne sont pas forcément au courant de tout ce qui existe. Donc il y a vraiment un besoin de rassembler l'information et de mettre l'information à disposition et ça a été une des motivations, lorsqu'on a Mmh. commencé, à développer le guide avec InfoPro. C'était déjà d'une part, de partir du constat de ce qu'a dit, Sophie, c'est-à-dire que les managers sont en première ligne quand ils ont un collaborateur qui a un cancer, mais qui sont très démunis, qui ne savent pas forcément comment réagir et qu'ils ont peur de faire des impairs et qu'ils ont besoin d'aide sur, voilà, des conseils, des choses à faire ou au contraire des choses à ne pas faire et aussi, eh bien, de leur mettre à disposition les ressources, législatives, légales qui existent et qui vont leur permettre, d'accompagner, au mieux leurs collaborateurs, à la fois au moment de l'annonce, donc pour préparer l'absence, pour que l'absence se passe le mieux possible et ensuite pour préparer le retour, pour que, le retour lui-même aussi se passe, le mieux possible. Et donc dans ce guide, on a vraiment aussi voulu mettre, l'accent sur le fait que, un collaborateur qui a un cancer dans une entreprise, ça va évidemment en premier lieu l'impacter lui-même, mais ça va avoir ensuite des conséquences aussi sur son équipe et sur Mmh. l'entreprise et on a voulu vraiment prendre en compte ces 3 dimensions dans le guide pour, les,
tenir compte des problématiques et des enjeux spécifiques à chacun. Et le rôle du manager, c'est vraiment d'arriver à les combiner tous pour, in fine, permettre la continuité de l'activité et une reprise du travailleur dans les meilleures conditions. Oui. En fait, peut-être pour compléter, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, quand on a une annonce de cancer dans une entreprise, à un manager, à une équipe, en fait, il y a énormément de données à prendre en compte qui sont des données humaines, bien sûr, RH, sociales, juridiques, penser à sa société, faire preuve, enfin accompagner au mieux. Et finalement, on s'est dit, bah, c'est comme une situation de crise, vraiment. Et les entreprises se préparent aux situations de crise en faisant des plans de continuité, donc en regardant tous les scénarios de crise possibles, cyberattaques, sites fermés. Et ensuite, on sait qu'au moment où la crise arrive, on n'est pas préparé, on perd tous ses moyens et qu'on a besoin, à partir de la préparation, d'une sorte de pas à pas qui va vous dire, voilà, quelles sont les premières choses à faire, pas faire, etc. Que bien sûr, il faut avoir construit ce pas à pas, rester familiarisé avec ce pas à pas et ensuite s'y référer. C'est ce qu'on a voulu faire avec Gustave Roussy. Et peut-être Gwen a très bien expliqué ce qu'il y avait dans ce guide. Par exemple, dans les premiers moments, en fait, on se dit, la première clé, c'est le dialogue et c'est savoir accueillir la nouvelle dans l'empathie, ne pas chercher à réagir de manière logistique, créer un espace de parole confidentiel, peut-être évolutif. Et donc, ça, c'est le premier pas qu'on a mis dans le guide et qui, en fait, est très important et qui permet de s'adapter peut-être à tout type de personnalité et de situation qu'on a en face. Mais vous voyez, en fait, on va jusqu'à parler vraiment de la nécessité d'une empathie, de ne pas hésiter à parler poser des questions sans aller trop loin et tout de suite pouvoir jauger la demande, le besoin en face, par exemple. Et ensuite, le guide est construit de cette façon-là, avec des étapes, avec l'annonce, l'absence. Est-ce qu'on a le droit a-t-on le droit de contacter le salarié pour prendre des nouvelles quand il est absent? Si le salarié veut absolument, question de vie ou de mort, continuer à travailler parce qu'il en a besoin alors qu'il est en arrêt, est-ce qu'on a le droit ou pas? Enfin, c'est toutes ces milliers de questions qui sont psychologiques ou juridiques ou organisationnelles qu'on se pose, auxquelles on a essayé de répondre modestement en donnant des clés avec Gustave Roussy et en utilisant les regards croisés, voilà, de managers, de RH, de médecins, de chercheurs, de patients pour offrir quelque chose d'utile et aussi pour donner une liste, alors qu'on essaiera de mettre à jour, une liste aussi des ressources existantes, des dispositifs existants, des différents types d'aménagements et des choses auxquelles on doit faire attention en les mettant en œuvre ou pas. Voilà. Donc on a bossé aussi avec des juristes qui nous ont répondu enfin à ces questions brûlantes. Donc pour les offrir en open source au plus grand nombre d'entreprises, grandes, petites, publiques, privées, possibles et imaginables. Je vous remercie pour tous ces éléments et en effet, je pense que le guide est un outil essentiel aujourd'hui pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on a accès à ce guide-là? Peut-être pour les personnes qui nous écoutent, c'est intéressant d'aller le retrouver. Donc, comment peut trouver le guide? Alors, il est disponible sur le site de Gustave Roussy. Et donc, je pense que sinon, je vais vous envoyer le lien. Comme ça, vous pourrez Oui, peut-être mettre le lien à ouais, disposition dans à À la le, fin, l'épisode. les dans le commentaires. podcast. Ouais. Parce qu'il Non, mais il est maintenant, depuis qu'il a été diffusé en décembre, disponible sur le site de Gustave Roussy. Donc, c'est d'accord. vraiment l'objectif, ce que disait Sophie, de le mettre à disposition de la façon la plus facile et open source possible à l'ensemble des personnes Et qui pourraient être intéressées, concernées. voilà, et nous, Ok, nous super. allons, côté Infopro Digital, nous allons faire une campagne d'information dans nos médias là, qui va sortir dans quelques jours aussi, pour pouvoir donner un maximum de résonance à cette initiative. Eh bien, Super, merci merci beaucoup. beaucoup.
On essaiera, bien sûr, nous aussi, on essaiera de le diffuser. C'est en effet un guide qui est très intéressant. Et encore une fois, je rebondis sur ce ce que vous avez dit, c'est que c'est un guide aussi qui a été co-construit avec les personnes concernées. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir les questions que se posent les personnes de terrain et pas forcément juste un étalage de spécialistes. C'est souvent le biais qu'on a, même ici chez nous. Donc, très intéressant ce guide. Et merci beaucoup pour tous les éléments que vous nous avez donnés. On va pouvoir terminer cette première partie et on va enchaîner avec la deuxième partie qui sera du coup avec Marie Pressé, directrice de la Ligue contre le cancer du 37. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour Marie et merci beaucoup pour votre participation de cet épisode autour de la thématique cancer et travail. Alors tout d'abord, la première question qu'on pose à nos participants, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bien sûr, bonjour Nawel, bonjour Julien, merci de votre invitation. Donc je suis Marie Pressé, je suis directrice du comité d'Indre-et-Loire de la Ligue contre le cancer depuis une dizaine d'années maintenant. Super, merci beaucoup. Merci Marie. Alors comme on l'a vu dans la première partie de cet épisode, on voit qu'en France, il y a une augmentation des cancers et que c'est une vérité qui semble aussi se prolonger dans le futur, que ces cancers, bien qu'ils soient plus nombreux, tendent à être mieux pris en charge. Le taux de guérison a l'air d'évoluer positivement également. On voit aussi que plus il y a de cancer, plus il y a un impact aussi dans le milieu professionnel. Comment un manager accompagne ses salariés, comment en tant que salarié je vis ce moment. On se pose la question du coup avec Nawel si ces constats et ces chiffres correspondaient finalement à votre vision terrain, votre vision locale, ce que vous pouvez observer vous dans votre activité. Oui, vous avez raison, c'est vraiment une réalité de terrain. Il y a encore une dizaine d'années, on avait beaucoup de personnes que l'on accompagnait qui étaient retraitées. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un quart des personnes qui sont touchées par le cancer sont des actifs, avec quelquefois des difficultés au moment de la reprise, puisque on a des 30% qui se disent ne pas retrouver le même emploi 2 ans après le diagnostic d'un cancer. Problème aussi au sein de l'entreprise pour les collègues, l'absence d'un collaborateur peut entraîner certains changements, certaines tensions. Donc, sur les études de l'Observatoire sociétal des cancers que la Ligue nationale a menées, on remarque que 43% des collègues pensent que le cancer perturbe, l'absence d'un collaborateur perturbe l'organisation générale au sein d'une entreprise. Et puis le côté encore tabou du cancer aujourd'hui, puisque dans cet observatoire, on remonte aussi qu'une personne sur 2 considère encore le cancer comme un sujet tabou et qui est difficile à aborder. Donc c'est encore significatif en effet. Tout à fait. Vous avez commencé un petit peu à l'aborder, mais quelles sont, vous, les difficultés ou les besoins qui ressortent le plus souvent chez les personnes malades et aussi pour les entreprises, vous les salariés, comme vous le disiez juste avant? Et en effet, oui, c'est vrai que vous avez raison, il y a 2 cibles. Chez les personnes atteintes de cancer, il y a une réelle crainte au retour à l'emploi, ne plus être à sa place. Souvent les arrêts sont assez longs, donc ne plus être, de se sentir à sa place, quelle communication avoir avec l'équipe, avec ses collègues, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire. Donc il y a une notion de gêne et de comportement un peu encore difficile à expliquer. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que j'ai pas perdu des capacités physiques, des fois de concentration cognitive, etc. Donc ça, c'est le côté au niveau de la personne malade. Et puis au niveau de l'employeur, il y a vraiment aussi un manque d'information, une méconnaissance de savoir comment se comporter au quotidien. Surtout au moment de l'annonce, mais également au moment du retour. Souvent, en tant que manager, on se pose la question de qu'est-ce que je vais communiquer au sein de l'équipe, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire. Donc, il y a encore beaucoup d'interrogations à ce niveau-là, au niveau du milieu de l'entreprise. Oui, ça rejoint beaucoup ce qui a été dit aussi ce matin, notamment avec l'élaboration d'un guide, justement pour aider toutes les personnes à affronter et à répondre au mieux, on va dire, à cette problématique. Donc, merci beaucoup.
Et du coup, alors, c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, ça pose tout un tas de questions, ça peut amener à des difficultés, en effet. Et vous, au niveau de la Ligue contre le cancer, qu'est-ce que vous proposez face à ces enjeux, pardon? Qu'est-ce que vous proposez comme action concrète qu'on peut mettre en place auprès de ces personnes? Alors nous, depuis 2018, on déploie le programme Ligue Entreprise, qui est un programme qui est national, donc proposé dans tous les comités, qui peut être proposé dans tous les comités départementaux de la Ligue. L'idée de ce programme, c'est de travailler avec les entreprises en fonction de leurs besoins sur 2 volets. Le premier volet, c'est tout ce qui est le volet de la prévention, où là, en fonction des besoins de l'entreprise, on peut intervenir sur de la prévention primaire, sur des thématiques de l'alcool, du tabac, de l'alimentation, où là, on va sensibiliser les collaborateurs sur ces différentes thématiques avec différents outils pédagogiques et ludiques que l'on a, nous, à disposition, sur le temps de la pause méridienne, sous forme d'un stand. Enfin voilà, l'idée, c'est de ne pas contraindre les gens et de les faire venir à nous pour avoir de l'information. Et le deuxième volet, ça va être tout ce qui est retour à l'emploi, où là aussi, on a des outils pour intervenir au sein des entreprises, pour sensibiliser les personnes, sous forme de conférences, table ronde. L'idée, c'est de poser les bases autour de la pathologie cancer, de les faire réagir, de les faire se questionner, qu'on puisse avoir leur retour et savoir où est-ce qu'il y aurait peut-être certains manques. On a également un serious game, emploi et cancer, que l'on utilise aussi, qui traite de l'annonce, de l'arrêt de travail et du retour à l'emploi, pour un petit peu travailler sur les comportements, encore une fois, avec les différents collaborateurs. Et on a un module bien plus structuré, et puis, enfin, pas structuré, mais bien plus élaboré, qui là est destiné au personnel encadrant, donc manager, dirigeants d'entreprise, etc. Où là, c'est assimilé à une demi-journée, voire une journée de formation, où par le biais de jeux de rôle, de mise en situation, la psychologue clinicienne qui l'anime et l'assistante de service social font en demi-groupe, font intervenir les gens, les mettent en situation pour avoir des réponses clés sur comment se comporter face à un salarié atteint de cancer. Et donc là, petite question, comment justement on vous sollicite? Les entreprises peuvent directement vous contacter pour pouvoir bénéficier de ces formations-là? Comment ça se passe? Exactement, tout à fait. Sur le volet préventif, c'est nos chargés de prévention qui interviennent. Donc souvent, c'est l'infirmière du travail ou le responsable QVT, etc., qui nous contactent directement, parce que voilà, ils ont eu souvent le cas dans une entreprise et ils veulent mettre des actions en place. Mais souvent, la porte d'entrée, c'est vraiment le volet prévention. Ou alors, Octobre Rose, on veut sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Voilà, est-ce qu'on sait que vous avez un bus d'autosurveillance? Est-ce que vous pouvez venir dans l'entreprise pour faire un petit atelier? Donc, ils nous contactent. Nous, on passe un petit questionnaire autour de leurs besoins. On les rencontre, parce que l'idée, c'est de travailler pas en one-shot, mais vraiment en collaboration et en partenariat. Et une fois qu'on a fait 1 ou 2 actions de prévention, 1 à 2 fois par an, souvent ils nous disent maintenant on veut un peu plus rentrer dans le sujet, sur des actes concrets, et parler du retour à l'emploi. Et je pose une question aussi, parce que nous, dans le Loir-et-Cher, on a quand même une grosse proportion de TPE, PME, donc on n'a pas forcément, par exemple, une infirmière ou des ressources dédiées. Vous les accompagnez de la même façon, ou est-ce qu'ils peuvent participer aussi à des événements peut-être inter-entreprises, ou comment vous touchez cette cible? Alors c'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'à la base, ce programme Ligue Entreprise avait été conçu et pensé spécifiquement pour les TPE, PME qui étaient moins outillés sur cette problématique-là. Dans les faits, on a quand même beaucoup de grandes entreprises qui nous contactent, mais au contraire, on a quelques-unes aussi qui sont plutôt avec moins de salariés, qui font appel à nous aussi. Et au contraire, je pense que c'est important qu'ils aient ces ressources-là, qu'ils savent qu'on est disponible et qu'on peut répondre à leurs besoins complètement. Et donc là, dans tout ce que... C'est une autre question encore qui vient s'ajouter. C'est un accompagnement plutôt collectif, ou vous proposez aussi des accompagnements au niveau individuel? Parce que là, ce que vous proposez, on va dire, c'est en groupe, de manière à sensibiliser un maximum de monde. Est-ce qu'il y a des accompagnements aussi un peu plus personnalisés ou individuels que vous faites? Alors, ce qu'on remet à chaque fois, c'est vrai que la plupart, c'est, comme je vous disais, sous le forme de stand, d'ateliers, ou alors en petits groupes de 8-10 personnes.
Quand après, il y a des demandes en individuel, c'est vrai que l'on renvoie directement les personnes vers tous les soutiens que l'on propose au comité, parce que ça peut s'avérer nécessaire que telle ou telle personne rencontre l'assistante de service social ou notre psychologue. Donc bien entendu, c'est aussi un moyen de relayer tout l'accompagnement que nous, on propose en local et qui peut être au bénéfice de tous. Oui, ça peut être une porte d'entrée et après Exactement, derrière tout à continuer. fait. Donc ça rejoint la dernière question. Comment justement toutes ces actions vont s'articuler avec les autres acteurs, avec les autres personnes avec qui vous pouvez travailler, notamment, on va dire, les services de santé et de prévention au travail? Et oui, c'est indispensable. C'est vrai que nous, on a noué un partenariat du coup avec la PST 37 et l'idée, c'est de continuer vraiment à collaborer ensemble parce que nos actions, l'objectif, on se rejoint sur l'objectif, c'est de faire évoluer la prévention, d'accompagner au mieux les personnes. Donc de travailler en vase clos, c'est vraiment pas l'intérêt et l'idée, c'est d'arriver à nouer des partenariats, d'être plus fort et plus inclusif pour de pouvoir rentrer dans les entreprises, pour avoir tous les outils à disposition. Donc les services de prévention et de santé au travail, voilà, c'est vraiment complémentaire. Donc on travaille beaucoup ensemble avec les CARSAT aussi également, les Cap Emploi. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs et de structures que les gens aussi des fois méconnaissent. Donc c'est important qu'on ait une voix commune et qu'on puisse intervenir en collaboration, quoi. Oui, parce que j'imagine que du coup, les personnes que vous accompagnez, par exemple sur de l'individuel, le fait de mieux se connaître et d'avoir des parcours sécurisés entre partenaires, c'est un plus pour eux. Et nous également, quand on va avoir des salariés qui malheureusement sont atteints de cancer ou sortent même d'un cancer et ont encore des difficultés en lien avec leur travail, on peut aussi les réorienter vers des acteurs spécialisés sur la question. Donc c'est un fort enjeu là-dessus. Et est-ce que vous pouvez développer davantage peut-être le partenariat que vous avez avec la PST 37, concrètement les actions que vous avez menées ou que vous comptez mener à l'avenir? Oui, complètement. Alors c'est vrai que ça comprend 2 volets, des actions plus individuelles et des actions collectives. Les choses qu'on a fait déjà ensemble, c'est d'intervenir lors de leur café employeur, lors de leurs réunions aussi pluridisciplinaires pour que tous les acteurs du service aient les mêmes informations. Typiquement, un exemple, on a un programme de remédiation cognitive qui s'appelle Oncogite et on s'est aperçu avec plusieurs études que les personnes qui avaient eu des traitements suite à un cancer avaient eu des problèmes au moment du retour à l'emploi, avaient eu des problèmes de concentration, de mémorisation. Et c'est vrai que les personnes ne connaissaient pas ce dispositif qui est complètement gratuit, que nous on prend en charge financièrement. Donc l'idée c'est de partager tous les outils que nous on a en interne, que vous pouvez utiliser. Donc ça va être la présentation des différentes actions. On a été en lien aussi sur le forum régional de maintien dans l'emploi où on est intervenu aussi en bilatéral. Et l'idée aussi, là, le projet pour 2026, ça va être de mettre en place des ateliers collectifs de retour à l'emploi qui vont se passer dans nos locaux ici, en partenariat avec la PST 37 et la CARSAT pour que les personnes en collectif puissent avoir des informations sur tous les dispositifs, les droits, les démarches qu'ils ont aussi à disposition quand ils sont en arrêt et au moment aussi du retour à l'emploi, qu'est-ce qui leur est offert et qu'il n'y ait qu'une seule voix qui puisse avoir toutes les informations en un seul moment. Donc ça fait partie aussi des projets qu'on va mener ensemble sur 2026. Ouais, donc toujours dans la transmission d'informations et de relais pour les personnes. Eh bien Marie, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces explications qu'on pourra retrouver sur votre site internet, j'imagine. Donc on invite tous nos auditeurs à aller checker tout ça. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la santé, ça se travaille.